Est-ce que finalement, entre cette stratégie et cette tactique de la quotidienneté, de ces usages, finalement, est-ce que vous avez aujourd'hui bien intégré cette dimension? Comment est-ce qu'elle se traduit dans vos entreprises? On parlait tout à l'heure de réponses et de solutions. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, une des réponses est humaine. Et donc, on parle d'usagers. Moi, je préférais parler d'acteurs. Je pense que chacun va devenir acteur de sa sécurité. L'usager, il y a un côté un peu passif. On n'est pas responsable. Donc, c'est vrai, il y a des actions de sensibilisation à mener, des formations, parce que la sécurité, ce n'est pas qu'une vertu, c'est une compétence. Mais chacun doit être acteur de sa sécurité, comme vous êtes acteur de la sécurité de votre voiture. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que nous qui sommes, entre guillemets, des technologues, on accorde énormément d'importance à la conduite du changement, à l'humain et à l'organisation. J'y reviendrai peut-être après. Merci beaucoup. Delphine, peut-être un complément? Alors moi, j'avais en fait un cas concret. Il est vrai que je mettais en avance dans la Safe City, on propose une solution qui permet dans la crise, dans l'alerte, mais en fait, on a bien conscience que si parfois on limite une application, car on a tous 1001 applications dans notre téléphone portable à la crise, on a peu de téléchargements. Or, l'objectif est que le citoyen et les autorités soient liés. Donc, on a pensé à quelque chose tout en gardant l'autodétermination informationnelle. C'est-à-dire que, comme Madame Dalluin disait, l'idée, c'est qu'on interconnecte à des flux, à tout ce qui est open data, intelligent, nous basé sur la géolocalisation, car c'est notre particularité. Mais en fonction d'où vous êtes, il y a des informations qui peuvent arriver jusqu'à vous. La qualité de l'air, la météo, des alertes enlèvement, enfin, 1001 choses arrivent. Et donc on a fait un système qu'on a breveté, qu'on a mis en place dans notre application, qui est un triple opt-in, c'est-à-dire que le citoyen choisit des sujets qui l'intéressent, donc on est sur un simple opt-in, mais pas seulement. Il choisit quand et où, c'est-à-dire qu'il y a, faisons simple, éventuellement il y a des choses qui vous intéressent, mais vous n'avez pas envie que des notifications arrivent à vous pendant votre temps de travail, voilà. Sauf si bien sûr c'est de l'urgence, on va dire que si c'est vous devez évacuer parce qu'il se passe quelque chose de grave, là l'autorité a le droit dans un pouvoir de police de vous évacuer de votre maison, car sinon vous risquez de mourir. Mais on a essayé de prendre en compte cet usage, ce quotidien, pour à la fois fidéliser en effet un usager, pour qu'il y ait toujours un lien. On ne peut pas juste basculer un intérêt sur de la crise. Le citoyen a besoin de côté positif et d'intérêt sur d'autres choses, et basé sur en temps présent, peu importe où je suis, je veux l'information qui m'intéresse et qu'à tout moment, je puisse l'enlever. Merci beaucoup. Monsieur le député, vous vouliez intervenir? Madame Dalluin, après. Pour dire qu'en fait, je pense qu'il y a deux. Il y a d'abord les acteurs tiers de confiance, qui à mon avis vont se développer de plus en plus, mais dans tous les domaines d'ailleurs. On aura besoin de plus en plus d'avoir accès à des tiers de confiance qui vont en particulier soit protéger une information, valider, et on les voit émerger, ces différents modèles de plus en plus. Après, je pense qu'il y a un débat politique qui va venir aussi, qui émerge, c'est celui de la souveraineté numérique. Pas uniquement nationale, mais aussi locale. Quand, en tant que collectivité territoriale, je transmets des informations à une entreprise, souvent d'ailleurs une multinationale, le citoyen il va demander un droit de regard sur cette transmission d'informations. Elle crée des richesses, mais en même temps, ces données, elles m'appartiennent. Et donc, moi, en tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir un regard sur ce qui est fait de ces données. Et pour l'instant, ce n'est pas encore au cœur des débats locaux, mais je pense que le sujet va monter petit à petit, et que les élus, de toute façon, seront dans l'obligation, à un moment donné, de communiquer, alors ça se fait déjà dans certaines villes, mais pas suffisamment, sur l'utilisation de ces données et comment elles sont mises à disposition à travers pas seulement l'open data, mais aussi quelques conventions que j'ai vu passer ici ou là, d'ailleurs qui nécessiteraient plutôt des appels d'offres, parce que je ne vois pas pourquoi on fait des conventions. Il devrait y avoir un appel d'offres, clairement, pour la transmission de données, d'ailleurs pour qu'il y ait une concurrence saine, parce que ce n'est pas parce qu'on est en position de force qu'on peut tout se permettre et puis signer des conventions avec des collectivités territoriales. C'est bien qu'il y ait une concurrence et que les acteurs émergents, soit les start-up, aient accès aussi à ces marchés. Donc ça va poser ces enjeux-là. Et puis il y a aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, mais au niveau européen, il se passe un certain nombre de choses sur la protection de la donnée. Enfin, tout ça est pris en compte avec des vraies obligations qui vont se mettre en place dès 2018. C'est maintenant que ça se passe parce que finalement 2018, c'est demain. Il y a très peu de temps mais on reviendra sur ces sujets. Madame Duhalin, vous vouliez prendre la parole et ensuite Dominica voulait intervenir. Juste, en fait, ça allait dans le sens de l'intervention de monsieur le député sur justement cette souveraineté numérique et l'autonomie des collectivités vis-à-vis de leurs data.
à la fois par rapport aux citoyens et aussi l'autonomie des données dans le temps. Et de savoir, il y a certaines collectivités qui se dotent de leur propre cloud pour justement être propriétaires de ces données et de pouvoir permettre la pérennisation de ces données dans le temps. Donc on aurait pu interroger l'un ou l'autre, ou monsieur par exemple, sur la sécurité de ces données. Je vous laisse la parole. Well, another big issue, actually, besides the one of the usage of data, it's the collection of data. Because especially at the local level, first of all, there are issues regarding the availability of data, okay, lack of data. But also when data is available, the problem is how they collect this data. I mean, so there should be methodologies, standardized methodologies to, to collect the data, so that the data become trusted data. Yeah. Ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a deux modèles aujourd'hui, extrêmes dans le monde. Vous avez Boston qui transmet des données à certains grands acteurs du numérique, hein, et vous avez Helsinki. À Helsinki, il y a eu une start-up on va dire, qui a été créée pour avoir une gestion publique, en fin de compte, de cette transmission de données, pour gérer derrière la création de services publics locaux. Alors ça n'a pas fonctionné, hein. En tout cas, sur les informations que j'ai, ça n'a pas été une réussite. Mais on voit bien qu'il y a cette tension entre est-ce qu'il faut que les données qui viennent des collectivités territoriales elles soient mises à disposition du privé, voilà, pour gérer et inventer, créer des modèles en toute liberté, voilà. Ou est-ce que, au contraire, la collectivité doit déterminer des priorités, des orientations, et ensuite faire appel à des acteurs privés pour le faire. Ça, c'est un débat politique. Alors, une prochaine fois, on ira plus loin sur ce débat parce que ce matin, ça va être un petit peu compliqué. En revanche, j'aimerais, si vous le voulez bien, pour le débat, qu'on implique aussi toutes les personnes qui sont venues assister et vous écouter, et donc qu'on puisse prendre quelques questions. Alors, je vous en prie, allez-y. Je vous demande juste de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Je vous remercie. Michel Briand, IMT Atlantique. On a mené une étude regarder un petit peu justement comment la société se transforme sur 4 territoires en Bretagne et Pays de Loire avec l'agglomération de Rennes, sur un peu tout ce qui est pratique collaborative et innovation sociale. Et on en a recensé 300 sur simplement 4 territoires, alors qu'il y en a des dizaines. Et donc, si on regarde aujourd'hui un petit peu ce qui peut se passer sur la santé, les circuits courts, d'autres formes d'alimentation, d'autres formes de transport, etc., le groupe Facebook, par exemple, sur Rennes-Nantes pour les transports, il compte 5000 personnes. Donc on voit qu'il y a énormément d'initiatives qui existent dans la société civile. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, donc, de la part des collectivités et des acteurs, à avoir non pas une approche participative où on invite les gens à participer à un programme municipal, mais une approche, je dirais, contributive, celle que développe aussi Bernard Stiegler, c'est-à-dire la société devient effectivement un espace d'invention et d'innovation, comme on le citait tout à l'heure sur les SMS. Et donc, sur la Smart City, est-ce que ce n'est pas aussi une ville contributive ? Un petit peu ce que disait tout à l'heure M. Tapia, de faire la différence entre simplement l'usager qui utilise quelque chose et puis de le rendre plus acteur, finalement. Est-ce que peut-être une personne souhaite répondre à monsieur ? Alors finalement, je crois que la réponse est un peu dans la question. Il faut effectivement qu'on soit beaucoup plus acteur que simple utilisateur, finalement. Bernard Stiegler, c'est une très bonne référence. Il n'y a pas beaucoup de philosophes aujourd'hui, d'ailleurs, à part Bernard Stiegler, Éric Sadin, par exemple, ou Alain Supiot, également, qui, lui, traite plus de la question du travail, hein, mais qui traite vraiment de ces sujets. Et Bernard Stiegler, il a parlé d'un revenu contributif aussi, qui est testé, je crois, à Pleine Commune. Hein, et c'est vrai, comment faire contribuer les citoyens à faire ensemble, c'est ce que je disais au départ, faire société dans un territoire. Et ne pas être que des consommateurs. Parce qu'en fait, le numérique développe les espaces de marchandisation. Ouais, bon, ça fait partie des évolutions. En même temps, comment nous, en tant que citoyens, on s'approprie aussi des espaces démocratiques dans lesquels on crée des choses. Et ça ne va pas de soi. Hein, ça ne se décrète pas. C'est à nous de les construire, ces espaces. Et je pense que, justement, Bernard Stiegler, alors parfois qui est un peu complexe par rapport à d'accès, parce qu'en fait, les termes qu'il peut employer sont un peu difficiles, parce qu'il a beaucoup de concepts, il utilise beaucoup de concepts, mais en tout cas, il a un regard critique sur ce qui se passe, et je pense qu'il faut partir d'un regard critique pour développer, justement, des réponses qui soient appropriées, en particulier la contribution, et comment on peut contribuer ensemble à créer dans ces territoires.
Finalement, comment l'impliquer beaucoup plus, ce citoyen, pour qu'il comprenne déjà ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il peut le faire. Finalement, est-ce qu'il faut lui expliquer beaucoup plus ce qui est en train de se passer, ce qui est en cours de réflexion? Est-ce que c'est des débats? Est-ce que c'est des échanges? Est-ce qu'on met des pilotes en place? Est-ce qu'on a aujourd'hui des idées de comment mieux l'impliquer? Puisque vous citez Bernard Stiegler, je vais citer Alain Ehrenberg, qui est un vieux copain et qui a écrit un bouquin il y a déjà 20 ans ou 25 ans, qui s'appelait la difficulté d'être soi, ou je ne sais plus le titre exact, mais c'était quelque chose comme ça. La difficulté d'être soi, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que nous sommes rentrés depuis les années 70 dans un schéma du modèle social qui consistait à dire à chaque individu il est absolument essentiel que l'individu soit lui-même. C'est-à-dire qu'il soit lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est plus simplement quelqu'un qui doit respecter les lois sociales, mais qui doit aussi participer et construire à partir de lui-même tout un ensemble d'activités, de choses. Et ce jeu sur le soi et le collectif est un jeu très complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on a connu dans les années 40, 50, 60. À partir des années 60, il y a effectivement quelque chose qui est, au fond, la norme sociale du comportement, c'est d'être soi-même. Soyez vous-même, soyez ce que vous voulez être, soyez. Et évidemment, c'est une double entrave, c'est un double bind, puisque c'est la société qui vous dit il est absolument essentiel que vous soyez vous-même. Et donc, on vit ça depuis 30 ans, et ça continue. En même temps, c'est une dynamique, parce que ça donne la possibilité à l'individu d'être soi et de développer beaucoup plus de choses individuellement qu'il ne pouvait le faire auparavant. Sauf que c'est une norme sociale. Et donc, la norme sociale, soyez vous-même, c'est une norme sociale complexe. Mais on doit faire avec cette complexité, parce qu'elle est quand même plus intéressante que ce que je viens d'apprendre en lisant les journaux aujourd'hui sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est vous savez quel est le livre le plus vendu aux États-Unis aujourd'hui? 1984 de George Orwell. Merci, Monsieur Malin. Je crois que le message est bien passé. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Allez-y, je vous en prie, profitez-en. Oui, monsieur? Oui, allô, bonjour. Christopher Lees de eSoft Things. Je ne sais pas si je peux m'exprimer en anglais. Est-ce que ça sera possible? Comme vous préférez. Parfait. I have worked on several sustainable city projects in Morocco and in Saudi Arabia and other parts of the world. We have been talking a lot about the IT smart city side of things. There's also the question of sustainability and safe cities in the title of what you were talking about. There are systems existing today like LEED in the US and like BREEAM and HQE here in Europe. How do you see integrating those into the existing cities? You made a comment about not all cities are new builds. There is, for example, the Ville Verte Mohamed VI in Ben Guerir in Morocco is being built over 30 years in a brownfield area from scratch, so it's a very easy job to do. How do you integrate the aspects of LEED and sustainability on the building materials and the infrastructure side into existing cities while capitalizing on the smart city aspect? Thank you very much for the question. Peut-être, Monsieur Boyer. Alors, en fait, l'idée, c'est comment est-ce que... oui, Dominica, vous vouliez intervenir? Would you like to answer? Yeah, okay. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on intègre beaucoup plus le côté safe dans la construction, dans l'intégration, et notamment dans les villes qui existent aujourd'hui pour aller vers les villes, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'une page blanche. Ce qui existe aujourd'hui, comment est-ce qu'on intègre cette notion de safe et de durable? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre en anglais.
La question de la sécurité est une question qui est complexe également, elle est multiple. Depuis longtemps, la question de la sécurité physique des habitants est posée dès que l'on réalise effectivement une structure urbaine. Aujourd'hui encore, elle n'est pas réglée. Aucun modèle de ville aujourd'hui n'assure une sécurité des habitants, une sécurité complète à tous les niveaux. La ville est un organisme vivant qui sans cesse se modifie et ne répond à aucun concept préétabli. Tous les concepts préétablis ont montré leur échec. Donc on est tout le temps dans l'inventivité. L'urbain, c'est l'inventivité, c'est ce qui fait aussi sa vie. Alors, la question de la Safe City, comme le mentionne le titre aujourd'hui, interroge effectivement sur un autre niveau que le niveau habituel. C'est celui effectivement de l'accroissement, on l'a cité tout à l'heure, vous l'avez cité, l'accroissement des populations dans les villes. C'est-à-dire qu'on se dit comment les villes, les structures aujourd'hui existantes, et on peut parler après des structures nouvelles, comment celles existantes dans leur développement, dans leur croissance, vont pouvoir absorber un afflux plus considérable encore d'habitants que hier. Moi, architecte, je ne sais pas répondre à ça tout de suite. C'est clair, on n'a pas de solution préétablie. Mais il va bien falloir effectivement que tous, nous puissions effectivement travailler en collaboration pour imaginer comment on va pouvoir les faire évoluer et se transformer. En même temps, nous avons des problématiques qui sont celles du développement urbain en termes de développement et de captation de nouvelles surfaces. Les villes ne pourront pas s'étendre indéfiniment au niveau de leur surface. Il ne pourra pas y avoir un impact considérable, comme ça a été le cas de Mexico, par exemple. On ne pourra pas reproduire ça à Rennes. Il va bien falloir trouver d'autres solutions, et des solutions qui vont passer par des architectures, effectivement, disons-le, révolutionnaires. Il y a eu des urbanistes qui ont fait des tentatives d'exploration. Il y en a Friedman, par exemple, en son temps, a essayé de pousser les choses assez loin. On les appelait des utopistes. Peut-être qu'ils ne l'étaient pas. Donc aujourd'hui, ça nous questionne, et on n'a pas une réponse unique, bien évidemment, puisque la question n'est pas finalement très réellement posée. Quand on constitue la ville, on se rend bien compte à chaque fois qu'on se pose la question dans l'urgence, dans les faits. Et je le disais tout à l'heure, on ne sait pas quels seront les habitants, quels seront leurs degrés de perception de la réalité. J'insiste sur ce phénomène-là, car aujourd'hui, nous avons pour la première fois devant nous des habitants qui ont le don d'ubiquité. Ça n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, quelqu'un est devant vous et en même temps, il est ailleurs. Comment nous, architectes, comment les urbanistes répondent à ça? Et quelles sont les attentes, surtout, de ces habitants-là? Et donc, la question de la sécurité, elle est là aussi. Quel est ce degré de sécurité auquel on veut accéder? Merci beaucoup, Monsieur Poirier. Alors, c'est donc la fin de notre première table ronde. Il y a encore beaucoup d'échanges et puis qui vont compléter tout ce que vous avez dit, notamment sur la thématique de la participation, du collaboratif, de la coopération. On va revenir sur les questions d'énergie aussi, les questions de mobilité qui sont au cœur de la Smart and Safe Cities. Puis il y aura évidemment l'angle sécurité qui est un angle presque transverse finalement sur ce sujet-là. Et pas que, d'ailleurs, mais aujourd'hui, on va se cantonner là. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Thank you very much, Domenica.